Bonjour mes chers frères et collaborateurs de la presse. Avant de commencer, compte tenu de la situation que nous avons vécue il y a 72 heures, caractérisée par une forte calamité, je voudrais que vous acceptiez avec moi d'observer une minute de silence pour le repos de l'âme des disparus, pour souhaiter prompt rétablissement aux blessés et soutenir moralement et même financièrement pour ceux qui ont les moyens, les familles des victimes. Je vous remercie de rencontrer la presse ce matin, puisque je suppose, et d'ailleurs c'est une certitude, le débat politique est l'âme de la démocratie, car elle permet aux hommes et femmes que compose le pays de prendre des décisions avec lucidité et sérénité. Car la confrontation des idées, si ce n'est pas fondé sur la haine, permet le progrès. C'est pourquoi à chaque occasion, nous faisons en sorte que nous nous retrouvions ici pour débattre sur les questions de l'actualité nationale. Aujourd'hui, nous avons choisi comme thème « Pourquoi soutenir le CNRD ?» Nous savons bientôt, nous acheminons vers le référendum, l'adoption de la nouvelle constitution. La synergie GMD 25 s'est investie en amont, a participé tout au long du processus d'élaboration de cette constitution. Pas directement au CNT, mais dans les débats. Et c'est vrai, certaines positions qui étaient défendues hier, à cause de nos débats, ont été changées. Je me rappelle qu'il y avait des gens qui avaient voulu un bipartisme. Et à cette époque, nous avons pris la parole. On n'était pas seuls, mais on faisait partie de ceux qui avaient dit que c'est un acquis, le multipartisme intégral. Cela a été intégré à la Constitution. Et je crois ce qui correspondait à la volonté de la majorité des Guinéens. Et quand l'avant-projet a été publié, nous avons continué le même débat. Et aujourd'hui, nous avons le projet qui est conforme quasiment à notre vision. Et nous l'avons constaté sur le terrain que ce qui est dans cette constitution est la volonté du peuple de Guinée. Parce que dès que la constitution, le projet de la constitution a été remis au chef de l'État, le lendemain, nous étions sur le terrain pour aller vulgariser cette constitution. Notre tâche était très simple. La constitution que voici est votre volonté, vous le peuple de Guinée. Vous avez participé tout au long de son élaboration. Nous venons vous dire que ce que vous avez voulu, c'est ce que le CNT a mis dans cette constitution et les experts ont donné la forme qu'il faut. Maintenant, ce qui reste, c'est s'approprier ce qui est dedans pour une fois, parce que la répétition, elle est pédagogique, mais ensuite, vous préparez à un taux de participation le plus élevé que possible. Parce que pour nous, à la synergie, je le répète encore, le référendum est un test. Il faudrait que dès le 21 septembre, que le peuple de Guinée, en rang serré comme une seule personne derrière le projet de la Constitution, ait donné pas moins de 80% de taux de participation et plus de 90% de oui. C'est ce que nous souhaitons. Mais nous n'avons pas fermé les yeux pour choisir le CNRD et cette constitution. Ce que nous disons, c'est factuel. On peut toucher, c'est palpable. C'est ce que nous venons partager avec vous aujourd'hui. Parce que nous avons écouté certains de nos compatriotes, peut-être qu'ils sont pessimistes, ou certains peut-être ils sont simplement animés de mauvaise foi, qui disaient que tout ce qui se fait, c'est zéro, c'est contre le pays. J'ai pris un petit temps pour relire encore, parce que quand je les ai écoutés, je pensais qu'on ne parlait pas de la même constitution. C'est pourquoi j'ai pris mon temps pour relire. Et j'ai vu des innovations extraordinaires que je vais partager avec vous. Parce qu'aujourd'hui, je voudrais partager avec vous 3 points pourquoi soutenir le CNRD. D'abord, sur le plan
de l'adoption de la nouvelle constitution, les innovations importantes qui sont dedans, qui donnent plus de liberté à la société guinéenne, qui donnent plus de chances de réinsertion sociale, qui donnent plus de possibilités économiques à ce pays, qui méritent vraiment à ce que cette constitution soit soutenue. Sur le plan économique aussi, je voudrais qu'on en parle. Ça aussi, les résultats sont palpables. Et je finis sur le plan politique. Donc, mon intervention va s'articuler sur ces 3 points. Le premier point, je ne vais pas citer tout, mais quand même, je vais citer certaines innovations et vous conviendrez avec moi que ces innovations sont importantes pour notre pays. Par exemple, premier point, la possibilité de candidature indépendante. Nous avons connu avant, il n'y avait pas un débat serein dans les partis politiques. Parce que nos partis politiques traditionnels étaient à la merci d'une seule personne ou un petit groupe qui finance. Lorsque vous êtes un cadre animé d'indépendance et l'esprit d'innovation, vous ne pouvez pas parler. Parce que dès que vous parlez, vous êtes supprimé. Puisque les élections nationales étaient réservées seulement pour les candidats présentés par les partis politiques. Aujourd'hui, vous pouvez avoir votre idée, vous pouvez débattre avec les gens. S'ils ne sont pas d'accord avec vous, si la population vous soutient, vous pouvez vous faire candidat indépendant, bien sûr sous certaines conditions de parrainage. Je crois celui qui aime la démocratie ne peut pas dire que ça, ce n'est pas une innovation importante, que ce n'est pas beaucoup plus de liberté. Parce que plus on donne la possibilité d'un choix plus large, plus la liberté des citoyens est renforcée. Vous avez la création de 2 chambres au niveau du Parlement. Vous avez les députés, vous avez le Sénat. Avant, un député qui parlait beaucoup de sa localité était mal vu. Et c'est tout à fait normal. Parce que notre loi disait que le député est le représentant de la nation entière. C'est pourquoi les 2 tiers étaient élus sur la liste nationale. Mais aujourd'hui, les députés vont représenter la nation, les sénateurs vont représenter les localités. Donc on voit de plus près le problème de localité des citoyens de cette localité qu'avant. Personne ne peut me dire que ça, ce n'est pas une innovation importante. Vous avez la volonté de couverture universelle. Et ça a déjà commencé. Mais maintenant, c'est une loi, pas n'importe laquelle, la Constitution qui l'impose au gouvernement. Et le président Mamadi Doumbouya a déjà fait un pas important. Aujourd'hui, les fonctionnaires et les retraités bénéficient déjà d'une couverture de santé de 80%. Quand vous devez payer 1 million, vous ne payerez que 200 000. Il y a la gratuité de l'éducation, le droit de pétition. Ça n'existait pas avant. Quand il y a un problème, les citoyens peuvent signer les pétitions. À un certain nombre, ça peut influencer la décision du gouvernement. La reconnaissance des avantages aux anciens présidents de la République. Les gens minimisent ce point. Parce que souvent, ce qui pose problème chez nous, on veut une chose et son contraire. Quand quelqu'un est au pouvoir, on veut l'alternance. Mais au même moment, on veut que ce dernier aille en prison. Vous voulez qu'il quitte, mais son point de chute que vous préparez pour lui, c'est la prison. Mais pour encourager les gens à partir, il faut créer une condition. Je crois que ça, ce point-là, c'est la sagesse même. C'est pourquoi cette disposition va encourager les gens à céder librement le poste après avoir rempli valablement leurs fonctions du président. Parce que il est quand même écœurant, même pour les anciens ministres, après avoir servi la nation, après avoir été à un niveau, se retrouver encore bas où on n'arrive même pas à se nourrir. Ça ne donne même pas une bonne image au pays. Il y a l'instauration de la saisine de la Cour d'appel par les citoyens. Avant cela, la possibilité n'était pas donnée aux citoyens de pouvoir saisir directement la Cour suprême quand il y a des questions de droit. Mais aujourd'hui, cette possibilité est donnée. Je crois qu'il y en a à foison, mais j'ai voulu citer l'essentiel.
surtout la notion de la haute transition aussi a été améliorée pour obliger ceux qui gèrent le pays à être beaucoup plus vertueux. Bon, sur la Constitution, je crois que ce que je viens de citer est largement suffisant pour demander au peuple de Guinée d'accorder leur vote à cette Constitution. Quand je prends sur le plan économique, c'est vrai, les coups d'État en général, il n'y a pas de progrès. Même moi, au début, j'avais pensé à ça. Mais le général Mamadi Doumbouya et son équipe, c'est une exception qui confirme la règle. Pendant cette période de transition, de 2021 à 2024, la croissance économique de notre pays a dépassé de l'indépendance à 2010. Parce que de l'indépendance jusqu'en 2010, le PIB de la Guinée était autour de 6,5 milliards. Et quand j'ai quitté l'Assemblée nationale, le PIB de la Guinée était autour de 14 milliards. Aujourd'hui, le PIB de la Guinée dépasse les 23 milliards de dollars, ce qui est excessivement important. Une forte croissance au moment où il y a les tensions partout, où il y a la récession partout, où il y a les difficultés partout. Et quand vous prenez certaines variables macroéconomiques, en 2023, on avait l'inflation à 8%. Sans oublier qu'en 2007, on a connu une inflation de 120%. C'est là-bas nous quittons. Aujourd'hui, l'inflation se stabilise à 5,7%. Ce qui est énorme comme réforme. Par exemple, là, en 2025, là, il y a l'application de la loi, le budget programme. Et je vous dis que cette loi a été votée depuis 2007. C'est maintenant qu'on arrive à l'appliquer. Mais quel est l'avantage du budget programme par rapport au budget traditionnel? Je vous donne un exemple. Chez moi, quand j'étais ministre de la Communication, j'ai trouvé un bâtiment qui était en construction au ministère de la Communication. Après moi, celui qui est venu n'a pas pu terminer. Après lui, celui qui est venu n'a pas pu terminer. Pendant qu'on a mis beaucoup de milliards qui sont bloqués, qui ne servent à rien. Le budget programme se différencie de ça par quoi? On fait un budget, on veut construire un bâtiment. Si c'est 100 milliards, on vous donne les 100 milliards. Mais à condition que le délai imparti, que le bâtiment soit prêt, ou bien vous êtes sanctionné. C'est ça l'avantage du budget programme. C'est pourquoi je n'ai pas été étonné des réalisations en peu de temps par le CNRD. Partout où vous allez, les bâtiments poussent comme des champignons. Les infrastructures routières sont construites par-ci, par-là. Je ne suis jamais sorti à Conakry. Allez dans un nouveau quartier où je ne trouve pas les traces du CNRD. Que ce soit en termes du pont ou en termes de route. C'est le lieu pour moi de saluer, féliciter et remercier Monsieur le Président de la République. Parce que tout ça là, c'est sa vision, son orientation, le leadership éclairé qui le caractérise. Mais n'est pas le seul. Il faut saluer et féliciter aussi l'équipe qui l'entoure. Parce que lui seul, il ne peut rien. Il faut saluer l'équipe qui l'entoure. Quand j'étais encore opposant au président Alpha Condé, il avait été question de remaniement ministériel. J'ai entendu les gens qui ont chanté toute l'année que le bilan était largement positif, dire de changer tous les ministres. Je dis, mais je ne comprends pas. Vous dites que le bilan est très bon. Mais ceux qui ont produit le bilan là sont négatifs. Comment cela peut être? Ou le bilan n'est pas bon, donc ceux qui ont réalisé ce bilan là ils ne sont pas bons. Ou le bilan est bon, donc ceux qui ont travaillé sont bons. Même s'ils ne sont pas tous bons, mais la majorité quand même. Mais on ne peut pas avoir un bilan élogieux et dire que ce bilan-là a été produit que par des médiocres. C'est pourquoi ici, il faut vraiment sur le plan financier saluer le ministre de l'économie et des finances, le ministre du budget, le ministre du plan et tous les autres membres du gouvernement. Parce que c'est eux qui ont travaillé ça. Et je profite de l'occasion pour les féliciter pour la confiance du président placée en eux
féliciter les nouveaux promis et les souhaiter plein succès dans leurs nouvelles fonctions pour transformer notre pays en paradis terrestre que nous ambitionnons tous. Sur le plan politique, vous êtes témoins, acteurs et témoins même, parce que la presse est un pouvoir important, en tout cas en ce qui concerne le champ politique. Parce que sans vous, ou nous sommes aveugles, ou nous sommes complètement sans parole. Vous êtes l'intermédiaire entre les acteurs politiques et la société. Vous avez, comme nous, constaté que pendant 30 ans, ce que nous avons ambitionné comme démocratie a été simplement l'arbre qui cache la forêt. Au lieu de rassembler les Guinéens, au lieu de nous unir, au lieu de favoriser le développement économique et politique de notre pays, notre démocratie a creusé profondément les fossés entre les différentes communautés et différentes ethnies. Ça a renforcé la ségrégation des uns par rapport aux autres et surtout, ça a été un frein pour le développement. Les acteurs politiques cherchaient plutôt à faire reculer l'économie qu'à faire avancer le pays. C'est pourquoi je dis sur le plan politique aussi, il y a une raison fondamentale pour soutenir le président Mamadi Doumbouya. Il a la chance d'échapper à ces deux clivages. Clivage ethnique et clivage politique. Et aujourd'hui, vous avez vu d'ailleurs, il est en train de réussir ce que j'ai même appelé le miracle. Ceux qui étaient censés hier ne jamais pouvoir se rencontrer, ils sont ensemble aujourd'hui et marchent main dans la main pour la paix. Tous ceux qui aiment le pays sont obligés de renforcer cette dynamique parce que c'est la Guinée qui gagne. Je finirai pour dire aux jeunes que j'ai entendu certains leaders parler, peindre tout en noir. Quand on a parlé de Simandou, j'ai entendu un leader dire que c'est rien. On est en train de vous tromper. Mais entre nous, quand moi quelqu'un me dit que Simandou c'est rien, je ne me fatigue pas pour commenter ça. C'est une réponse factuelle, palpable qu'on peut toucher. Je le prends, je l'envoie au port ici. Quittez le port de Moribaya ici. Pour aller à Beila, il comprendra que si c'est rien. Il a raison. Depuis Sékou Touré, on parlait Simandou. Après Lansana Conté, on en a parlé. Après le professeur Alpha Condé, on en a parlé. On n'avait rien vu. C'est vrai, à cette époque, on n'avait rien vu. Mais aujourd'hui, personne ne peut dire qu'on n'a rien vu. Et ce que je vais leur dire, sans être spécialiste de ça, quand vous consultez un peu ce projet et ce programme, vous direz que le général Mamadi Doumbouya a été une bénédiction pour nous. Vous savez, la réserve de Simandou, c'est 8 milliards de tonnes de fer, avec une teneur de plus de 65%, supérieure à la moyenne mondiale, pour ne pas dire la plus grande teneur au monde. Et ceux qui calculent, parce que je l'ai écouté que le prix de fer a baissé, c'est vrai, le prix de fer, ça varie. Ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Mais pour les techniciens que nous sommes, nous savons tout projet qu'on engage, on calcule les conditions les plus défavorables de fonctionnement. Si c'est rentable là-bas, on finance le projet. Et si j'ai bien lu, Simandou, même à $50 la tonne, le projet est rentable. Et on est autour de $80 la tonne. Mais ceux qui disent que ce n'est pas rentable, ça ne produit rien, il ne vous parlera pas des rails qui sont là-bas, les infrastructures portières et toutes les autres infrastructures. Parce que retenez, dans le domaine minier, dans tous les domaines d'ailleurs, si les investisseurs viennent, ils investissent chez nous. Mais après le projet, ils ne vont pas partir avec les infrastructures. Aujourd'hui, nous avons un chemin de fer de 650 km. Depuis l'indépendance, est-ce qu'on a construit autant? Jamais. Même d'ailleurs, ce que les colons ont fait construire, on a démantelé. Lui, il est venu reconstruire. Et quelqu'un a le courage de venir se mettre devant vous, la presse, et dire que ça, c'est rien. Moi, je pense qu'il fallait le bombarder de questions là-bas. C'est votre rôle. Votre rôle est de nous obliger à vous dire la vérité. Même si on n'a pas la volonté de vous dire la vérité, à travers vos questions.
Je terminerai par vous dire qu'il y a un autre débat ici où on prend, ils appellent VAR, on prend ce que tu as dit hier, on met à ce que tu as dit aujourd'hui. C'est vrai que moi, je défie quiconque qui peut prendre ce que j'ai dit hier, voir une contradiction avec ce que j'ai dit aujourd'hui. Mais il y a un certain Georges Robert qui a dit que le changement est inatteignable. C'est-à-dire le développement est inatteignable sans changement. C'est pourquoi celui qui ne change pas d'avis ne peut rien faire. Bouddha dit que la constante de la vie, c'est quoi? C'est le changement. Ceux qui vous disent là que vous avez changé, parcourez ce qu'ils ont dit. Vous trouverez qu'ils ont plus changé que n'importe quelle personne. Et d'ailleurs, vous savez, j'aime à vous dire souvent que dans une situation changeante, pour être constant, il faut changer avec la situation. Sinon, tu n'es plus constant. Je voudrais terminer par ces mots pour vous inviter, vous de la presse, de nous aider à élever le niveau du débat. Le vrai débat dans un pays, c'est comment améliorer les conditions de vie des citoyens. C'est ça le vrai débat. Quand vous prenez la France, Macron gère avec ceux qui étaient de la gauche, avec ceux qui étaient à la droite. Vous suivez les débats à la télé. Est-ce que vous avez entendu quelqu'un dire « Toi, tu n'as pas d'opposition, tu n'es pas constant, tu n'es pas ceci ». Non. Le changement, c'est la constante de la vie. Et même au niveau de l'islam, on vous dit de changer. Car il est toujours encouragé de changer positivement. C'est changer négativement, c'est ce qui n'est pas bon. Mais chez nous, malheureusement, il n'y a pas de débat, c'est votre tête. Je me rappelle une fois, quelqu'un a dit, pourquoi vous encouragez le général Mamadi Doumbouya à être candidat? Il avait dit qu'il ne sera jamais candidat. Je dis ce jour-là, je dis même le bon Dieu a adapté le verset du Coran aux conditions de vie des hommes. Donc il a changé des versets. Ce jour-là, j'ai vu les gens qui ont crié. Certains imams même m'ont insulté. Et il y avait des grands intellectuels guinéens qui savent ce que j'ai dit, c'est la vérité. Mais n'ont pas osé prendre la parole, même pour défendre Dieu. Parce que ce n'est pas moi qui défendais. Pourquoi? Quand vous prenez le Coran, c'est rempli de versets abrogés, abrogeants. Mansour Nassir. Et d'ailleurs, ce principe n'est pas respecté dans le Coran devient un livre qui se contredit. Donc ceux qui m'attaquent, ils soutiennent les ennemis de l'islam. Je ne vais pas vous citer beaucoup de versets. Il y a un verset dans le Coran qui dit il faut frapper, attaquer, frapper les mécréants jusqu'à ce qu'ils disent Ashhadu an la ilaha illallah. Il y a un autre verset qui dit La ikrahu fi din, pas de contrainte en matière de religion. Ces deux versets se contredisent, apparemment pour les non-initiés. Mais en réalité, l'un a abrogé l'autre. C'est comme l'alcool. Au début, Dieu a dit que ce qui est dans l'alcool, oui, il y a des avantages, mais le méfait est plus important que l'avantage. Après, Dieu a dit ne vous approchez pas de la prière quand vous êtes en état d'ébriété. Après, le dernier verset est venu pour interdire formellement. C'est une adaptation. Ce n'est pas que Dieu ne connaît pas ce qui se fera demain, mais il a adapté les enseignements. Et il est parti plus loin. Le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, c'est reconnu. Ils ont dit qu'il ne parle pas sous l'emprise de la passion. Mais en dépit de tout cela, il a eu à prendre des décisions. Ses collaborateurs ont dit, si nous on pense que c'est ce qu'on allait faire, Dieu lui a dit de suivre ce que les autres ont fait. C'est pour ne pas que vous et moi, demain dans la même situation, on pense que, puisque les autres là sont nos subordonnés, ce qu'ils veulent, il ne faut pas le faire, il ne faut pas changer. Ce que le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, a accepté, c'est un humain qui ne va pas accepter cela. Donc pour terminer sur ce chapitre, je voudrais dire, et je défie quiconque va prouver le contraire, quand vous prenez le Coran, il y a 71 versets sur 114. 71 chapitres sur 114 qui sont concernés par les versets abrogés et abrogeants. Je le répète,
71 chapitres ou sourates qui sont concernés par les versets abrogés, abrogeants, soit 68% du Coran. Et il y a 3 types. Le premier, c'est les versets dont la prescription et la lecture ont été abrogés et qui n'existent pas du tout dans le Coran maintenant. Deuxième, c'est les versets dont la lecture est maintenue, mais la loi a été abrogée. C'est le cas de l'alcool dont je viens de dire et même le cas des mécréants. Et il y a les versets dont la lecture a été abrogée, mais la loi est restée. C'est le cas de la lapidation de ceux qui font l'adultère. Personne ne vous dira qu'il a retrouvé ça dans le Coran. Mais pourtant, on l'applique. Puisque le prophète l'a appliqué, c'est que ça fait partie du Coran. Donc, je voudrais apporter cette précision, parce qu'après, il y a eu beaucoup de débats autour. Je n'avais pas trouvé l'important d'organiser une conférence pour répondre à ça seulement.